Bienvenue tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je me présente brièvement. Je suis Amel Hamdi, responsable formation chez le groupe IMAX et également de notre organisme de formation, IMAX Academy, qui est le sponsor de notre webinaire aujourd'hui. En ce qui concerne IMAX Academy, je vous en parlerai davantage à la fin de la session. Et voilà, je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui à notre webinaire qui porte sur le monde de l'ERP SAP et le métier de consultant SAP principalement. Donc, euh, Aujourd'hui, on a aussi avec nous Mourad Vegdal, notre expert en SAP logistique, qui va partager avec vous ses précieuses connaissances, expériences et pourquoi pas ses conseils. Et voilà, pour commencer déjà, je vois tout le monde, donc beaucoup de monde sont là, donc très bien. Donc pour commencer, dites-nous dans le chat si vous êtes des étudiants, des professionnels, c'est quoi votre spécialisation, votre poste, pourquoi pas, d'où vous venez. Voilà, donc histoire de faire connaissance. Donc n'hésitez pas. Et pendant le webinaire, n'hésitez pas aussi à poser vos questions au fur et à mesure. Mourad va essayer en fait de prendre probablement des pauses entre les parties pour y répondre. Sinon, on gardera ça pour la fin. Ça va dépendre en fait de votre interaction et surtout du temps qu'il nous restera. OK? Voilà, on veut vraiment que vous profitiez au max de cette session. Posez vos questions et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin car on a une super annonce pour vous. Donc, une petite surprise à la fin. Restez pour le savoir. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Mourad et bonne découverte. Merci beaucoup, Amel. Est-ce Voilà. que déjà vous m'entendez bien? Yes, good. Donc, bonjour à tous. Je suis Mourad Agdal. Je suis manager SAP fonctionnel logistique chez Amax et je suis aussi un consultant SAP sur les modules MM et SD de SAP, donc tout ce qui est achat et vente. Je parle déjà avec quelques abréviations. Il y a peut-être des choses dont je parle que vous ne connaissez pas encore, mais on va vous expliquer tout ça après, détail par détail. C'est quoi un consultant? C'est quoi SAP? C'est quoi MM? C'est quoi SD? On va entrer dans tous ces détails-là, bien entendu. Que vous les connaissez déjà très bien, tant mieux, ou que vous ne les connaissez pas du tout, ça serait une occasion pour vous de découvrir cela et de poser vos questions, bien entendu. Donc, on va commencer tout de suite. Il y aura une introduction pour débuter déjà. Sur cette introduction, on va parler sur des différentes sections dont on va discuter. On va parler de ce que c'est un ERP, de ce que c'est SAP, de ce que c'est un consultant et différents possibles postes que peut occuper un consultant. On va passer à une deuxième section pour les qualifications essentielles pour un consultant SAP, une troisième pour les avantages et les défis. On va voir qu'il y en a beaucoup. Des perspectives de carrière qui sont aussi assez riches. Une cinquième section pour savoir comment devenir consultant SAP finalement, si ça vous intéresse, bien entendu. Une sixième pour une conclusion, pour finir tout cela, et une septième section vers la fin pour un Q&A sur lequel on répondra à toutes les questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu tout au long de la session. Donc voilà, on va commencer par la première partie, donc sur l'introduction. Hop, introduction. Donc, avant déjà de parler de ce que c'est un consultant et pourquoi le devenir un consultant, déjà, c'est quoi un ERP? C'est un mot très important pour nous parce que SAP, c'est un ERP. Donc, du coup, c'est quoi un ERP? Enterprise Resource Planning, c'est l'abréviation, mais ça ne veut pas dire grand-chose si on ne connaît pas encore. Du coup, on va prendre une sorte d'étude de cas. L'étude de cas, ça serait, en fait, on va supposer qu'on est une entreprise. On a plusieurs départements dans notre entreprise. Un département d'achat, un département de vente, un département finance, comptabilité, qualité, magasin. Donc plusieurs personnes qui travaillent au sein de ces départements et qui font des tâches quotidiennes, bien entendu. Sur leurs tâches quotidiennes, ils se posent des questions, en fait, et ils veulent avoir des réponses pertinentes à ces questions. On va prendre quelques exemples. On va supposer que dans l'équipe achat ou l'équipe approvisionnement, il y a des personnes qui se posent, en fait, quand ils viennent le début de la journée, ils se posent une question, combien de produits dois-je acheter?
Une question assez logique, il doit avoir cette information pour pouvoir procéder à ces opérations d'achat ou d'approvisionnement. Une autre question du département de vente pourrait se poser une question en se disant est-ce que mon client il est solvable ou pas pour qu'il sache est-ce qu'il peut lui créer sa commande de vente et du coup lui vendre les produits ou pas. Une question très légitime. Équipe comptabilité, quand ils vont vérifier les différents comptes des clients, ils pourront se poser une question pour savoir est-ce que ce client il a des factures en attente de paiement, par exemple. Côté magasin, ils viennent le matin, ils vont faire la réception des produits, bah, ils vont se demander combien de produits est-ce qu'ils vont recevoir. Et c'est important pour eux parce qu'ils doivent savoir comment répartir l'effectif, par exemple au niveau du magasin. Et un dernier exemple, l'équipe qualité, par exemple, qui va plutôt se demander combien de produits ils ont été reçus aujourd'hui. Comme ça, elle sache combien de temps elle doit dédier à la contrôle sur la réception de la qualité. Et donc, toutes ces personnes, ils se posent toutes ces questions et ils ont besoin d'informations pertinentes, ils ont besoin d'une vision centrale en fait de l'information. Quand la personne elle va se demander combien de produits elle doit acheter, elle ne va pas se demander juste comme ça, elle va vraiment vouloir savoir, bah, en fait, l'équipe de vente, combien est-ce qu'il désire vendre de produits, quelles sont les prévisions de vente. Et en fait, on va se trouver dans une situation où les informations que cherche une personne et se trouvent chez une autre, et c'est compliqué de la voir rapidement, cette information. Sinon, on va aller personne par personne, poser des questions ou envoyer des emails. C'est compliqué d'avoir une information claire, fiable et surtout rapide à avoir. Et du coup, en fait, c'est ce que fait le RP. C'est ça l'objectif de notre ERP. C'est de centraliser l'information et de s'assurer qu'on a une information qui est fiable. En fait, au niveau de ce système, tout le monde va travailler sur ce système, tout le monde va mettre des informations sur ce système et tout le monde va pouvoir consulter à travers bien sûr des autorisations d'accès, ces informations-là pour pouvoir procéder à leurs tâches quotidiennes. Donc pour une grande société ou une multinationale ou même les PME, vous allez trouver et vous pensez certainement déjà que c'est quelque chose de primordial aujourd'hui à avoir. Donc ça, c'est à peu près ce que c'est un ERP. Et du coup, bah, SAP, c'est un ERP. Et comment on fait en sorte pour implémenter un ERP chez un client? Pour l'implémenter, on se pose certaines questions. Déjà, ce que veut ce client-là. Le client, généralement, il va émettre un cahier de charge pour dire voici mon besoin, d'accord? Et ben nous, de notre côté, du moins, nous, chez AMAX, on est spécialisé sur SAP et du coup, on va pousser SAP comme un logiciel qui répond aux besoins de ce client-là en tant que ERP. Et donc, c'est ce que c'est SAP, c'est un ERP. Et qui est-ce qui va faire cette implémentation? Ça sera l'intégrateur, comme par exemple Emacs. Et l'intégrateur, il va s'occuper de la mise en œuvre, personnalisation et optimisation. Mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte que ce système il soit opérationnel chez notre client, éventuellement, qu'il va le personnaliser pour l'adapter aux besoins de ce client, qui peuvent être assez spéciaux, des fois assez spécifiques, on va le voir après. Et il va aussi s'occuper de l'optimisation du système. Parce que le système, même après que le client commence à travailler dessus, bah, il va y avoir certainement des demandes d'amélioration. Optimiser les choses, de nouvelles fonctionnalités à mettre en place, s'adapter aux nouvelles technologies, il y a toujours quelque chose à faire sur SAP. Et du coup, comment est-ce qu'on va implémenter cet ERP? On va l'implémenter à travers du consulting. Notre opération de consulting, elle consiste finalement à fournir un service à ces sociétés, un service d'expertise et de conseil pour leur expliquer comment opère SAP, les standards SAP, et pour faire en sorte de les personnaliser pour les adapter aux besoins de ce client-là. C'est ce que on appelle le consulting côté SAP. Donc ça, c'est comment implémenter un ERP. Maintenant, l'ERP, comme on l'a vu avant déjà, on a plusieurs départements. Ces départements-là, bah, on a de l'achat, on a la vente, on a différentes, spécialités et SAP, il est composé en fait de modules. Chacun département, il va pouvoir travailler sur un ou plusieurs de ces modules-là, d'une manière, assez claire, on va dire, de distinguer les différentes fonctionnalités dans le système et les optimiser pour l'adapter aux besoins de chez, ces différents départements. Et donc, on a plusieurs modules. Je n'ai pas cité tous les modules, on va dire, mais je vais parler des modules que je connais du moins moi le plus. Et ça va être par exemple la partie SD. C'est l'une de mes spécialités à moi. Par exemple, je suis un consultant MMSD. Et donc, l'SD, ça va être la partie vente et distribution. Donc, tu as un client qui arrive, tu vas lui créer sa fiche client dans le système, tu vas lui créer un commande de vente dans le système, tu vas le livrer, tu vas lui créer une facture. C'est à peu près, en résumé, la partie vente. La partie MM, ça va être la partie achat, approvisionnement et gestion de stock. Donc, contractualisation avec les fournisseurs, passage de commandes quotidiennes, on va dire, pour s'approvisionner, et la gestion du stock, donc savoir ce que nous avons exactement dans notre stock et dans nos magasins.
Cette gestion de stock, elle n'est pas la plus avancée du monde sur le module MM, en fait. C'est pour ça qu'il y a un autre module qui est Warehouse Management, WM, ou Extended Warehouse Management, qui est utilisé plus aujourd'hui, on va dire, qui va gérer les entrepôts de manière très avancée. Avancée, ça veut dire qu'on va entrer vraiment dans le détail du détail. On va savoir combien de produits nous avons dans chacun des emplacements, dans chacun des endroits de nos entrepôts. Donc, ça va être une gestion plus détaillée. Je continue, je vous donne quelques exemples hein, pour vous inspirer aussi, parce que si vous voulez être consultant, il faut que vous sachiez aussi sur quel module vous concentrez au début. Donc, qualité, c'est assez évident. Donc, nous allons avoir des gammes de contrôle dans le système, des opérations à suivre pour pouvoir contrôler les différentes pièces à la réception et à la sortie de la marchandise. On va avoir de la maintenance, tout ce qui est matériel à maintenir, tout ce qui est opération à effectuer sur les équipements. La production et la planification de la production. Le controlling, ça va être tout ce qui est analytique, ça va être tout ce qui est analyse sur les coûts et les profits qui ont été réalisés. Et la finance, la comptabilité, bien sûr, un schéma comptable, une justification de toutes les opérations de pièces comptables créées dans le système. Et un suivi, un relance des clients, bien entendu. Donc, c'est une petite introduction, on va dire, sur les modules, hein. Je n'entre pas trop sur les détails, mais c'est pour vous donner une petite idée. Et ça va être utile après dans la présentation. Donc, je continue. Les fonctionnalités clés d'un ERP, en fait, ça va être résumé dans 4, à mon avis. Ça va tout tourner autour des données. On a vu au début, hein, le plus important, c'est vraiment cette centralisation et cette fiabilisation des données. Et donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte d'y arriver? Bah, la première chose, on va maintenir, on va saisir des données dans le système. Donc, par exemple, une fiche client, on va créer la fiche client, on peut la créer manuellement. On peut la créer en masse, c'est-à-dire qu'on va créer plusieurs clients en une seule fois. Il y a des fonctionnalités qui permettent de faire ça. Et on peut aussi planifier des créations qui se font, on va dire, 2, 3 fois 4 par jour. Ça va être la création par batch. Donc, bref, ce qui est à retenir, c'est que, bien sûr, pour pouvoir gérer ces données sur le système, il faut déjà les saisir. Ces données, quand ils sont saisies, ils sont transformés. Par exemple, quand on va créer une commande de vente, on va faire en sorte en fait de mettre le nom du client auquel on va vendre ses produits. Et ben, dès qu'on met ce nom du client, il y a des opérations qui se font en background, donc derrière, en arrière-plan. Il va y avoir un traitement de toutes ces données-là. On va avoir toutes les données du client qui seront déterminées et mises au niveau de notre commande de vente. Et il va y avoir aussi d'autres opérations que peuvent faire les systèmes pour corriger, par exemple, des erreurs effectuées par les utilisateurs. Une fois les données saisies et transformées, on va avoir une analyse de ces données-là. Et donc l'analyse, finalement, c'est l'aide à la saisie pour la direction ou pour toute personne travaillant sur le ERP. Donc SAP ou tout ERP, il va pouvoir fournir des rapports, des graphiques, ce qu'on appelle sur SAP Fiori, sur lequel on peut trouver des tuiles ou des applications analytiques, mais aussi transactionnelles. Et finalement, ces données-là, on les a saisies, on les a transformées, on les a analysées. Maintenant, on va les communiquer, certainement. On a créé une commande de vente ou on a créé une facture, on va dire. On va pouvoir l'imprimer, cette facture, et l'envoyer par poste. On va aussi pouvoir l'envoyer par email. On va pouvoir même l'interfacer avec un autre logiciel de notre client pour lui envoyer directement un message électronique depuis notre système pour intégrer la facture de vente en tant que facture d'achat dans ce système à lui. Donc, une fois qu'on a bien saisi et transformé nos données correctement, là, on va les communiquer. C'est un petit peu la finalité. Centraliser, fiabiliser et finalement communiquer. Et du coup, qu'est-ce que fait un consultant SAP en fait? Bah, on fait ce que fait la boîte d'intégration, l'intégrateur. On va s'occuper de la mise en œuvre, la personnalisation et l'optimisation, mais à l'échelle de certains modules. Les consultants, ils sont spécialisés généralement dans quelques modules. Moi, je suis spécialisé sur la partie MMSD. On peut trouver des consultants PP, des consultants FICO, et donc il va s'occuper de cette partie-là. C'est lui l'expert sur cette partie-là. C'est lui qui va conseiller le client, et du coup, c'est lui qui va permettre cette mise en œuvre chez le client pour ces modules-là. Donc, il y a beaucoup d'expertise dans cela. C'est pour ça que le consulting, c'est une compétence, on va dire, assez rare, ce qu'on va voir après au niveau des avantages et des défis. Et donc, le consultant, il fait tout cela, mais du coup, est-ce que tous les consultants, ils font la même chose, mais juste sur deux modules différents? Pas nécessairement. Il y a plusieurs postes au niveau du consulting. Moi, je vais vous en parler de trois. Les trois que je connais les mieux, on va dire. Tu vas avoir le consultant fonctionnel. Moi, je suis un consultant fonctionnel, par exemple. Mon travail, c'est en fait d'aller chez le client, de comprendre son besoin à lui
et de concevoir des solutions au niveau de l'ERP, au niveau de SAP, qui répondent à son besoin. Les concevoir, c'est-à-dire je vais les mettre sur papier, je vais regarder un petit peu ce qui se passe en standard SAP, les meilleures pratiques de SAP, je vais voir ce que veut le client, je vais essayer d'adapter les deux ensemble et je vais lui proposer une solution. Une fois cela effectué, s'il accepte cette solution-là, bah, je vais en fait faire en sorte de la réaliser, de l'activer ou de la paramétrer, on va dire, dans le système et de la tester pour s'assurer qu'elle marche correctement. Une fois cela effectué, je m'occuperai aussi après de la formation des utilisateurs pour leur expliquer, bah, c'est ce que vous vouliez en fait et voici comment vous pouvez maintenant le faire sur SAP. Et finalement, je pourrais aussi m'occuper de tâches de migration de données ou d'autres, il y en a plusieurs. Mais donc, le consultant fonctionnel, on va dire, ça va être la personne qui va parler le plus et qui va essayer de comprendre et d'expliquer le plus. On va avoir un consultant technique. Je ne suis pas technique, mais il y a beaucoup de consultants techniques et leur travail est très important. Le consultant technique, c'est à peu près un développeur, en fait, si on veut le résumer. Et du coup, quand le client, il vient vers moi, le consultant fonctionnel, il m'exprime un besoin qui ne se trouve pas dans le standard d'SAP, quelque chose de spécial, de spécifique à lui, là, je vais m'orienter vers le consultant technique et ce sera le consultant technique qui va développer cela dans le système. Puisque c'est un développeur, il connaît la programmation. Il connaît le langage de programmation de SAP, qui est ABAP, par exemple. Il va pouvoir faire toutes les opérations dans le système pour avoir un programme qui répond aux besoins du client, mais qui soit aussi optimisé pour faire cela. Et on a le consultant Basis. Basis, en allemand, ça va être administrateur. Donc, c'est l'administrateur du système. Le consultant Basis, il est garant du serveur, par exemple. Il va dimensionner le serveur sur lequel va être opéré SAP du client. Il va créer les différentes instances de ce serveur-là, d'accord? Et il va pouvoir maintenir ce serveur, s'assurer de sa bonne performance. Et finalement, ça ne sera pas juste ça, hein, mais la dernière chose dont je vais vous parler, ça sera qu'il va créer les utilisateurs et qu'il va gérer les rôles, les autorisations. Donc aussi, c'est un garant de la sécurité de l'information. C'est un travail très important. Donc en résumé, c'est à peu près ces trois choses que nous avons, ces trois, on va dire, postes de consultants. On pourrait même avoir des consultants technico-fonctionnels qui peuvent connaître les deux. Du coup, pour illustrer un peu plus cela, je vais vous donner un exemple un peu fun. Ça va être pas très loin de la réalité, hein. On va supposer en fait qu'on n'est pas en train de vendre SAP, pour simplifier les choses. On va dire que nous, on est en société qui vend des volants. On vend des volants de voiture. OK. Notre volant qu'on vend, en fait, ça va être un volant qui est assez rond, comme on le voit au niveau de l'image ici. D'accord? On peut le personnaliser si le client il le veut vraiment, mais on peut le faire en sorte qu'il soit de couleurs différentes, avec un logo différent peut-être, de couleur rouge, de couleur noire, de couleur bleue. Voilà. Et on essaie de vendre ce volant-là, et puis on vend un prospect, on va chez le prospect. Le prospect, il commence à exprimer son besoin, il l'exprime au consultant fonctionnel. Donc là, c'est le consultant fonctionnel qui va intervenir. Et le prospect, en fait, il nous demande qu'il ne veut pas, en fait, on va dire un volant rond, en fait, il veut un volant triangulaire et qui est de couleur turquoise, ce qui est assez spécial. Donc le consultant fonctionnel, il essaie de comprendre cela. Au début, ça lui paraît un peu bizarre, mais après, il comprend que finalement, le besoin du client, il est légitime. Et du coup, il commence à concevoir une solution pour pouvoir faire un volant triangulaire de couleur turquoise. D'accord? Donc, concevoir une solution, faire une maquette, organiser cela, et il va essayer de le faire en parallèle avec le consultant technique. Il va lui poser des questions pour savoir ce que peut faire le consultant technique dans le système en tant que développement, parce que ça reste une fonctionnalité ou un volant spécial, donc spécifique, donc qui nécessite du développement. Avec le développeur, ils vont s'organiser pour faire en sorte que les côtés, on va dire, les extrémités du volant, ils ne soient pas aigus, parce que ça sera compliqué pour conduire quand même avec un volant de ce genre. Et du coup, ils vont faire en sorte de les arrondir un petit peu, ils vont les adapter. Ils vont adapter le besoin du client au standard de ce qu'ils peuvent faire eux, et du coup, quelque chose qui marcherait. D'accord? Une fois cela effectué, le consultant fonctionnel, il va chez le client, il va lui dire, bah, écoute, ton besoin c'était ceci, voici ce qu'on peut faire. Est-ce que ça te va ou pas? Le client va dire, ok, ça me va, par exemple, et du coup, il va signer sur cela, et il va dire, c'est bon, ça c'est mon besoin, c'est très clair, c'est ce que je veux. Le consultant fonctionnel, du coup, il va préparer une spécification claire en consultant technique en lui disant, écoute, on a besoin d'organiser le volant de cette manière, de le réaliser de cette manière dans le système. Et le consultant technique, du coup, il va commencer à faire cette réalisation dans le système. Mais le consultant technique, pour pouvoir construire ce volant spécial, il a besoin d'une machine. D'accord? Il a besoin d'une machine sur laquelle il va faire cette production.
Et du coup, qui est-ce qui donne cette machine? Qui est-ce qui approvisionne ou qui gère ou qui dimensionne cette machine? Ça va être le consultant Basis. C'est lui le garant du matériel. D'accord? Notre consultant Basis, il va approvisionner la machine, mettre à disposition du consultant technique. Le consultant technique, il va faire sa production. Et du coup, une fois la production finalisée, il va commencer à tester ce volant avec le consultant fonctionnel pour s'assurer que ça marche très bien. En parallèle, il y a quelque chose d'autre que fait le consultant Basis qui est très importante, dont on a parlé avant, c'est la gestion des autorisations. Les fonctionnalités SAP ne sont pas à accorder à tout le monde. Et la même chose, un volant de ce genre-là, il doit être sécurisé, on va dire. Et du coup, le consultant Basis, il va construire une clé spéciale qui donne l'autorisation seulement à certains utilisateurs de ce client de conduire avec ce volant. Des utilisateurs qui sont formés pour faire cela. Une fois cela effectué, que le consultant fonctionnel technique ont bien testé la solution, maintenant le travail du basis du technique à ce niveau-là, il est fait. Le consultant fonctionnel, il va préparer un guide d'utilisateur qui explique comment utiliser ce client. Il va lui dire, bah, écoute, s'il va tourner à gauche, tu vas l'utiliser comme ça, il faut faire attention, ça reste triangulaire assez quand même. Et du coup, le client, finalement, il va être formé par le consultant fonctionnel sur l'utilisation de ce volant-là. S'il y a du souci, il reviendra vers le consultant technique. Et s'il y a de la maintenance à effectuer sur la machine pour que ça reste opérable, la machine qui a construit ce volant, ça sera le consultant Basis qui continuera à faire en sorte de assurer cette maintenance. Donc voilà un exemple assez spécial. C'est pas très loin de la réalité parce que généralement, nous, les consultants, on connaît les besoins, ou on va dire, on connaît les fonctionnalités standards de SAP, de ce que doit se faire en général, les meilleures pratiques. Et puis nos clients, ils ont des fois des besoins qui sont alignés avec le standard. Tant mieux, pas besoin de développement. On va pouvoir faire tout cela sur la partie fonctionnelle. Mais des fois, les clients, ils ont des besoins qui sont spécifiques et dédiés à leur activité à eux. Donc, c'est à peu près cela pour l'introduction. Comme l'a dit Amel, euh, d'une section à une autre, on va pouvoir répondre à une ou deux questions que vous nous avez accordées. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur les chats. Moi, je vais me taire pendant à peu près 2 minutes et je vais voir s'il y a des questions, j'y réponds. Sinon, on passe à la section 2 de la présentation. Super. Voilà, si tu veux, je te passe quelques réponses dans le chat concernant les Yes. profils des participants. Donc, Mhm. on a reçu à peu près, je pense, 8 réponses. Donc, en résumé, on a quatre étudiants. Donc, Ok. on a parmi eux, il y a des spécialités en ingénierie, robotique, génie mécanique et tout, et en finance aussi. Mhm. On a 4 professionnels donc, avec nous aujourd'hui aussi, avec des rôles variés, donc Mhm. comme des consultants en supply chain, comptables en transition vers le consulting FICO, D'accord. chef de projet en SAP avec expérience et un expert en transport logistique. D'accord. Voilà, Intéressant. C'est très divers. ouais, Bah, tout à bienvenue à fait. tous. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau ou peut-être que je passe à la section d'après et on verra s'il y en a après? Oui, on continue car pas de questions jusqu'à l'instant. Ça marche. Très bien. Super. Alright, donc la section d'après, qualification essentielle pour un consultant SAP. Les compétences clés pour un consultant, ça va être sur 3 catégories. La première chose, la plus importante selon moi, ça va être tout ce qui est compétences interpersonnelles. Le consultant doit pouvoir écouter pour comprendre et pouvoir élaborer ses idées pour expliquer. Ça va être cette partie-là. La deuxième chose très importante, la partie analytique. Le consultant doit pouvoir bien étudier les problématiques auxquelles il se trouve et il va devoir pouvoir élaborer et mettre en place des solutions pour pouvoir améliorer et pouvoir répondre aux besoins du client. Donc, ça sera la partie interpersonnelle et analytique. Ça va être les deux choses qui sont très importantes, mais il y a quelque chose aussi qui est très très importante aussi à prendre en considération pour nos clients, parce que nos clients, ils voient le consultant comme un expert, comme quelqu'un qui va les conseiller. Et du coup, il doit connaître le métier du client. Tu vas avoir, par exemple, un consultant MMSD, il doit devoir pouvoir s'y connaître dans la gestion des achats, la gestion des approvisionnements et la gestion des ventes d'un point de vue métier. Le consultant, il ne va pas juste cliquer sur des boutons sur SAP, d'accord? Il va devoir faire plus de travail que cela. Il doit pouvoir conseiller le client et lui dire, écoute, bah, tes processus aujourd'hui, c'est vrai que tu as dit que tu as ce process, c'est vrai que ça ne se trouve pas dans le standard SAP, mais je ne vous conseille pas de faire en spécifique en fait. Parce que finalement, ce n'est pas un processus qui est aligné avec les meilleures pratiques. Peut-être que vous pouvez faire cela. Il a aussi ce rôle de conseil.
D'accord? Le client, finalement, il est quand même roi sur ses process, c'est lui qui s'y connaît dans cela, mais le consultant, il va le conseiller. Et du coup, c'est très intéressant et important d'avoir une expérience métier avant d'être consultant, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi commencer dans le consulting directement après votre diplôme, et puis vous pouvez étudier en parallèle les différents métiers sur lesquels vous allez être consultant. Quelques exemples de compétences clés qui se trouvent dans ces quatre catégories. On va commencer par des compétences qui sont liées à l'ERP, à SAP, d'accord, ou à d'autres ERP. C'est intéressant, c'est pas nécessaire, hein, ces compétences-là, pour commencer dans le consulting, mais c'est intéressant si on a une idée ce que c'est une structure de base de données, comment gérer une base de données, qu'est-ce que c'est une table, non pas une table réelle, mais une table dans une base de données, qu'est-ce que c'est une structure, qu'est-ce que c'est un champ, de quoi il est composé, c'est intéressant de savoir cela. Vous pouvez faire des recherches si vous ne connaissez pas encore. Avoir des compétences en programmation, même si ce n'est pas l'ABAP, le langage d'SAP, mais d'autres langages comme Java par exemple, c'est aussi intéressant, surtout si on veut commencer en tant que consultant sur la partie technique, donc un développeur. Ce n'est pas nécessaire encore une fois, on peut l'apprendre directement sur SAP, mais c'est un bonus. Connaître quelques-uns des modules de SAP, c'est aussi bien si on veut commencer dans le consulting. C'est intéressant si on a fait une formation, on a une certification, on va pouvoir vous en parler un peu plus après. Et avec cela, on peut commencer sur SAP en ayant des connaissances sur les meilleures pratiques de SAP au niveau de ces différents modules. C'est intéressant aussi d'avoir une idée sur l'intégration, parce qu'on a le module achat et vente, mais comment est-ce que ces modules travaillent ensemble au niveau du système? C'est quelque chose d'assez avancé, mais qui est important à connaître aussi à certains niveaux. Tout cela, en tout cas, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est encore plus important, à mon avis, c'est quelque chose que vous pouvez étudier ou que vous avez peut-être déjà étudié, des soft skills qu'on va voir juste après, qui sont essentiels pour un consultant, à mon avis. Ça va être le problem solving en général, la résolution des problèmes. La résolution de problèmes, elle nécessite beaucoup de logique, mais on peut utiliser des outils qu'on peut étudier, apprendre. On peut utiliser le diagramme Ishikawa, on peut utiliser la méthode 5M, on peut utiliser la méthode 5S. Je dis des abréviations sans les expliquer exprès. Je vous laisse regarder cela après. Sur ce webinaire, on ne va pas entrer en détail dans les outils de problem solving, mais c'est quelque chose d'intéressant à apprendre pour un consultant puisqu'on est généralement confronté à des problèmes qui sont assez compliqués quand même. Programmation neurolinguistique, vous la connaissez peut-être déjà, peut-être pas, c'est intéressant de la chercher si vous ne connaissez pas, ça va être, on va dire, l'étude des comportements humains. Ça vous permettra de mieux vous comprendre et de mieux comprendre les autres. Et d'ailleurs, sur cette partie de programmation, ça m'intéresse de faire un petit exercice avec vous. Vous pouvez nous répondre dans le chat. Je vais occuper une petite posture rapidement et on va supposer que vous êtes en train de m'expliquer quelque chose et que j'ai occupé cette posture-là. Et je voudrais en fait que vous me dites à peu près ce que ça vous donne comme impression cette posture, quelle est l'émotion ou quel est le sentiment que j'ai par rapport à ce que vous êtes en train de dire potentiellement. Donc la posture que je vais occuper, je vais me recroqueviller un petit peu comme ça et je vais juste faire en sorte de croiser les bras, comme ça. Ça, c'est une certaine posture qui est étudiée dans les langages corporels au sein de la programmation neurolinguistique. Donc, je vous laisse interpréter. Après, je vous donnerai ma propre interprétation. Et ce n'est pas nécessairement l'interprétation la plus évidente, et ce n'est pas nécessairement aussi ce qu'on étudie au niveau de la théorie de la programmation neurolinguistique. Bref, je continue. Connaissance sur les normes de SAP ou les normes mondiales en général. Vous connaissez peut-être ce que c'est ISO, les normes d'ISO. ISO 9001, ISO 27001, tout ce qui est gestion de la qualité, du coup, sécurité de l'information. Il y a des normes mondiales, standardisées, des normes sur lesquelles les sociétés ils doivent être certifiées pour avoir une certaine crédibilité. AMAX-LE, par exemple, sur 9001 et 27001. Et du coup, ces normes-là, en fait, on peut les étudier en tant qu'individu, nous, même, et en fait comprendre qui est la meilleure pratique de gérer les différentes opérations au sein d'une société. Ça peut nous être un guide quand on va faire en sorte de donner, par exemple, des livrables de qualité à notre client. C'est intéressant de connaître l'ISO 9001, par exemple. La gestion de projet. SAP, il est l'implémentation de ce logiciel, elle se fait à travers des projets d'implémentation. Du coup, c'est intéressant de savoir quelles sont les contraintes liées à un projet, puisque là, quand on va être consultant, on va se trouver dans une équipe de projet avec un chef de projet. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à apprendre. Donc, voilà quelques exemples de compétences clés, hein. Ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, mais c'est pour vous donner quelques idées, des pistes pour pouvoir les étudier éventuellement. Et du coup, je vous donne un peu plus en détail sur la partie gestion de projet.
puisque la méthode de travail qui est utilisée généralement pour implémenter SAP, ça va être une méthode SAP Activate. Il y a d'autres méthodologies, hein, mais ça va être une méthode, on va dire, la plus utilisée. C'est ce qu'on utilise notamment chez Emacs. Donc, la gestion de projet, elle va faire en sorte d'organiser un projet pour s'assurer que ce projet il soit délimité par des phases et que chacune des phases de ce projet, elle soit organisée de manière à avoir un début, une date de début, une date de fin et des livrables qui doivent être donnés à la fin pour s'assurer qu'elle a été correctement faite. Et du coup, pour implémenter SAP chez un client, le plus important au début, c'est déjà de comprendre ce que veut ce client. Et du coup, la première phase, ça va être la phase de découverte. Découverte, le client il va exprimer son besoin, monsieur le consultant, monsieur l'intégrateur, voici ce que je veux, voici ce que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, et voici ce que j'aimerais avoir demain. C'est la découverte. Ensuite, il y aura une phase de préparation. Là, on a compris dans la découverte à peu près dans les grandes lignes ce que veut le client. Pas en détail, hein, mais dans les grandes lignes, ce qu'il veut. Donc là, on va pouvoir se préparer. On va pouvoir définir l'équipe de projet, par exemple. Vous, en tant que consultant, vous serez au sein de cette équipe de projet. Vous allez travailler avec d'autres consultants et vous allez avoir un chef de projet au niveau de cette équipe. Donc, quels sont les consultants à mettre en place? Quelles sont les spécialités dont on a besoin en fonction de ce qu'on a découvert comme besoin chez le client en termes de modules lors de la découverte? Quel est le nombre d'équipes de consultants à avoir? La seniorité de ces consultants-là? Quelque chose de très important qui dépend beaucoup aussi du budget du projet. Dans la préparation, il y a aussi quelque chose d'important côté client, non pas seulement chez l'intégrateur. Parce que oui, côté intégrateur, on doit mettre à disposition des consultants, mais côté client, il faut que les clients aient mis en place une équipe aussi. Une équipe qui sache exprimer les besoins correctement et qui sache aussi pouvoir valider et prendre des décisions. Ce qu'on appelle des business owners ou des key users chez le client. Donc, on va dire c'est la partie la plus compliquée généralement, c'est s'assurer que le client il a bien, on va dire, la structure derrière. Et s'il n'a pas encore, qu'il la monte pour s'assurer qu'il puisse pouvoir nous suivre au sein de cette implémentation. Donc, une phase de préparation, voilà. On aura aussi dans la phase de préparation figé une première version du macro-planning du projet, donc un planning global du projet, savoir chacune des phases quand est-ce qu'elle démarre et elle finit, par exemple. Ensuite, exploration. Là, on va entrer dans le détail. On a compris globalement ce que veut le client, mais là, on va comprendre en détail ce qu'il veut. On a compris qu'il a une gestion des achats. D'accord, c'est clair, il va acheter, certainement. On a compris qu'il a une gestion d'approvisionnement aussi. Il fait des commandes quotidiennes. D'accord. Dans l'exploration, par contre, on va entrer dans le détail. On va comprendre quels sont les flux qu'il a. C'est-à-dire qu'il a un flux d'achat typique. Par exemple, il fait une commande d'achat, une livraison entrante, il contrôle la facture qu'il a reçue du fournisseur et il paye le fournisseur. Un flux typique. Il pourrait aussi avoir un flux de sous-traitance. Et là, on va pouvoir le détecter, par exemple, en détail dans la phase d'exploration. On pourrait le savoir depuis la découverte déjà, mais dans l'exploration, on va entrer dans les détails. Par exemple, dans la sous-traitance, on va pouvoir savoir s'il fait de la sous-traitance, on va dire nominale, ou s'il fait de la sous-traitance directe. Une sous-traitance directe, ça veut dire qu'il va pouvoir s'approvisionner depuis un fournisseur tiers 2 et envoyer les composants à un fournisseur tiers 1 qui va, lui, finalement, faire la transformation du produit et lui donner ce produit sous-traité. Ça va être un flux un peu plus compliqué que de la sous-traitance normale. Donc, bref, on entre dans le détail, dans l'exploration. À la fin de l'exploration, on va préparer un document de conception qui résume le besoin détaillé du client, sur lequel le client va signer, et il va lui dire bah, c'est bon, c'est clair, c'est ce que je veux. Et là, les consultants fonctionnels, on a terminé notre travail. Là, on va passer à la réalisation, sur lesquelles on va avoir aussi d'autres personnes qui seront impliquées, les consultants techniques, les consultants Basis qui ont été impliqués même avant. Et du coup, on va pouvoir réaliser tous ensemble la solution. Mettre à disposition le serveur, pouvoir mettre en place les fonctionnalités standards par les consultants fonctionnels et pouvoir mettre en place les fonctionnalités spécifiques, comme le fameux volant triangulaire turquoise que veut le client. Et du coup, on va pouvoir réaliser la solution. On va pouvoir la tester, s'assurer que ça marche bien, et on va pouvoir aussi expliquer le client comment la tester et avoir son aval que ça marche bien aussi selon son estimation à lui. Réaliser la solution. Une phase de déploiement va se trouver juste après. Là, c'est bon, on a réalisé, on s'est assuré que tout marche bien. Là, on va pouvoir déployer sur le serveur final, on va dire, sur lequel va travailler le client dans les prochaines années. Donc, déployer, on va avoir des données à migrer. On va prendre les données actuelles du client sur son ancien ERP ou sur notre solution qu'il a utilisée et on va pouvoir la mettre sur SAP
sur son environnement qu'il va utiliser après le Go Live. Dans le déploiement, on va aussi former les utilisateurs finaux, leur expliquer comment ils vont travailler dans le système. Un utilisateur final, ça va être quelqu'un qui va travailler dans le logiciel quotidiennement, on va dire, et journalièrement sur des opérations qui sont assez répétitives. Donc, solution déployée, Go Live, ça veut dire c'est bon, on va commencer à travailler sur l'environnement de production, l'environnement final, et du coup, c'est la phase d'exécution. On fait le Go Live, on a des jours qui sont très riches dans du Go Live. Mes premiers Go Live ont été les jours les plus intéressants, enrichissants de ma carrière, honnêtement. Et on apprend beaucoup sur cela, on s'assure que ce qu'on avait préparé, ce qu'on avait exploré, ce qu'on avait réalisé marche bien. Et aussi, au niveau de l'exécution, on va travailler sur l'optimisation de la solution. Si tout se passe bien avec le client, on va pouvoir même faire des contrats de tierce maintenance applicative, c'est-à-dire un support post-go live, après le go live, et on va pouvoir rester et travailler avec ce client pendant peut-être même des années pour pouvoir maintenir sa solution et l'améliorer en fonction de ses besoins. Donc, c'est à peu près cela pour les compétences clés, on va dire, du consultant. Pour la gestion de projet aussi, une petite introduction sur SAP Activate parce que c'est très important si vous allez travailler sur SAP un jour. Et du coup, c'est à peu près cela pour la section 2. Encore une fois, je me tais 2 minutes. Je laisse voir s'il y a des questions. Amel, n'hésite pas Oui, à me les dire. ça commence à bouger hein, dans le chat. Good. Donc, on a quelques questions. Donc, je prends la première de Younes, pardon. Donc, Mhm. qui demande si on doit adapter le flux métier avec le standard SAP. Good. Éviter le plus possible des spécifications. Yes, yes, yes. Très important. Effectivement, moi j'ai pris comme exemple pour expliquer les postes du consultant quelque chose de très spécifique, un volant triangulaire turquoise. Mais effectivement, c'est pas la première chose qu'il faut faire. La première chose qu'il faut faire, c'est d'adapter le client au standard SAP. Pourquoi? Parce que le standard SAP, il a été fait par SAP, il est par les consultants SAP pour que ça marche correctement, pour que ce soit adapté aux normes mondiales et pour que ce soit, on va dire, la manière la plus optimale. Donc 95%, je dis bien 95 parce qu'il y a quand même 5% des cas où il y a des choses qui sont spéciales chez les clients, mais dans 95% des cas, ça s'adapte aux besoins du client. Et du coup, ça va être le client qui va s'adapter à cela et ce qu'on appelle fit to standard. S'assurer que quand on est dans un atelier de conception et que le client demande quelque chose, même s'il demande quelque chose qui n'existe pas sur SAP, on va essayer de présenter quelque chose de similaire sur SAP pour voir si ça répond quand même à son besoin. On fait cela aussi juste pas seulement parce qu'on ne veut pas faire de dev spécifique, hein. C'est certainement intéressant de faire des développements spécifiques, c'est enrichissant, c'est très important, ça fait bouger aussi. Mais c'est juste que les développements spécifiques, ce n'est pas conseillé parce que ça reste qu'une solution qui n'est pas le standard, c'est pas la meilleure pratique du monde. Et du coup, ça nécessite une maintenance qui est assez quand même grande du système. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup aux clients. À chaque fois qu'on passe d'une version d'SAP à une autre version, ça peut bouger un petit peu. Ce spécifique-là pourra nécessiter une adaptation. Donc, si c'est vraiment, vraiment nécessaire, on passe au spécifique. Mais sinon, fit to standard dans 95% des cas. Merci pour la question, très important, j'en ai pas parlé. Super, merci Molette. Tu veux qu'on passe à d'autres questions? Je pense qu'on laissera peut-être pour la section d'après. D'accord, ça Juste, marche. j'aimerais bien On quand même continue. que... Ouais, Mhm. j'aimerais bien quand même que tu me dises quelles étaient les réponses par rapport au langage corporel ou la posture que j'ai pris avant dans la partie neurolinguistique. Est-ce qu'il y a eu des réponses sur cela? Je pense qu'il y avait deux. Alors, j'ai Safwen en fait qui a noté écouter attentivement et Amira Gesmi qui a noté fermeture. Ok, C'est ok. C'est bien. pas d'autres. Ouais. Pas d'autres. Tu vois, c'est Pas deux d'autres. interprétations totalement différentes. Tu as écouté attentivement et tu as fermeture. Et les deux, ils peuvent être vrais, en fait. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand on étudie la programmation neurolinguistique, ce qu'on comprend quand on voit quelqu'un croiser les doigts comme ça, plutôt les mains comme ça, et se recroqueviller un petit peu, ça va être probablement de la fermeture. Par contre, ça dépend des personnes et ça dépend de l'environnement. Et c'est ce qu'en fait je voulais dire. Ça peut être interprété différemment. Par exemple, si par hasard on se trouve dans un environnement qui est assez froid, il se peut que la personne devant moi, elle a seulement froid, tout simplement. C'est pas qu'elle est fermée et qu'elle ne veut plus nous écouter. Donc il faut savoir aussi comprendre un petit peu l'environnement qui se trouve autour de nous avant de pouvoir décider quelle est l'interprétation de ceci. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de nous écouter attentivement. Si c'est quelque chose qu'il fait tout le temps, en fait, et qu'on connaît déjà cette personne et qu'on voit que généralement, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc, ça peut être par habitude qu'il fait cela.
Ça peut être aussi parce qu'il a un petit peu mal au dos. Je ne vous cache pas que moi, avec mes problèmes de dos, j'en ai des problèmes de dos. Le fait de juste croiser les bras comme ça fait en sorte de me réconforter mon dos, en fait. C'est assez bizarre. Il faut vraiment le vivre pour le savoir. Mais du coup, je pourrais donner une impression de fermeture sans vraiment le vouloir. Donc, c'est une petite anecdote. Je voulais vous en parler dans ce sens-là. C'est important et intéressant d'étudier la programmation neurolinguistique, mais ça ne va pas être toujours correct. Ce qu'on étudie dans la théorie, il faut savoir l'adapter par rapport à l'environnement et par rapport à la situation. Voilà. Merci pour vos réponses, d'ailleurs. Et du coup, on va passer à la section d'après, dans ce sens-là, et on verra après s'il y a d'autres questions, on y répond après. Donc, avantages et défis du métier de consulting SAP. Les avantages. Une forte demande. Une forte demande, pourquoi? Parce que pour un consultant SAP ou même des consultants d'autres logiciels, il y a toujours des projets d'implémentation qui sont faits dans le monde parce que les clients, ils sont sur un autre ERP peut-être et ils veulent basculer sur SAP. Ça reste l'un des ERP les plus vendus dans le monde. Donc il y a des projets d'implémentation. Ces clients-là, après avoir implémenté leur système, ils pourraient faire partie d'une grande boîte, d'un grand groupe et ils pourraient avoir, par exemple, acquérir une nouvelle filiale. Et du coup, cette nouvelle filiale, ils vont devoir ou vouloir mettre SAP chez cette filiale. Et du coup, ils vont devoir faire ce qu'on appelle un projet de déploiement. Déployer ce qu'ils ont fait dans la maison mère vers la filiale. Ils pourraient avoir aussi des projets de migration. Des migrations, par exemple, il était sur une ancienne version de SAP ou même sur un autre logiciel, et là, ils vont pouvoir migrer leur solution. Ils sont peut-être sur la version ECC, c'est une ancienne version de SAP qui existe toujours. Ils veulent passer sur S/4HANA, donc ils vont faire un projet de migration. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de SAP, on va faire des projets de migration aussi. Et il y a toujours du support, il y a toujours des améliorations. Parce que nos clients, aujourd'hui, ils veulent ça. Demain, ils veulent quelque chose d'autre, ils veulent améliorer, ils ont acquis une nouvelle filiale. Il y a des développements dans la technologie qui ont fait en sorte qu'ils doivent s'adapter au marché. Donc ça bouge toujours. Nous-mêmes, en tant qu'individus, on veut quelque chose aujourd'hui, demain, on veut quelque chose de plus. Donc on s'adapte, les sociétés s'adaptent, ils doivent pouvoir s'améliorer et c'est notre travail de les supporter sur cela. Donc, une forte demande, parce qu'il y en a toujours, on va dire, des besoins sur SAP. Une rémunération compétitive, puisqu'il y a beaucoup de demandes et réellement, il y a quand même plus de demandes que d'offres dans le marché et par les lois économétrie, on va se trouver dans une situation où quand même ça va être un travail ou un métier qui est rémunéré de manière compétitive, un salaire qui est assez élevé, on va dire. Surtout aussi parce que c'est un travail d'expert et c'est des compétences qui sont rares parce que tu n'as pas tout le monde qui peut pouvoir bien communiquer, bien entendre et bien comprendre et bien analyser, réaliser et comprendre derrière les meilleures pratiques du monde au niveau de son module à lui, au niveau de la partie achat ou la vente ou la partie finance ou autre. Donc, avec tout cela, c'est vraiment, on va dire, des compétences rares et une demande qui est supérieure à l'offre qui fait en sorte, finalement, que nous avons une rémunération qui est compétitive. Opportunité de croissance, puisqu'on a un plan de carrière assez riche qu'on va vous présenter après en détail. On va voir un petit peu quel est le tronc commun, comment commence un consultant et puis comment est-ce qu'il peut passer vers l'expertise, le management ou autre chose. Il y a toujours des évolutions à faire, d'autres choses à faire. Des nouvelles technologies, parce que SAP, ça reste un ERP, il est dans l'informatisation, dans la digitalisation. C'est le futur, mais c'est le futur aujourd'hui, ce n'est plus ça, c'est vraiment AI. C'est l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies comme l'AI, c'est vraiment au cœur de SAP d'aujourd'hui. Il y a des évolutions énormes qui se font tout le temps et du coup, on va dire, être consultant SAP, c'est qu'on va se trouver toujours challengé avec les nouvelles technologies puisqu'ils vont être adaptés rapidement au niveau de ce logiciel et que des opportunités de croissance aussi parce que on va devoir travailler sur des projets sur différents secteurs. On va commencer peut-être sur l'un des secteurs, je dis n'importe quoi, pharmaceutique au début, par exemple, et puis on va faire un projet dans l'industrie automobile, puis on va faire un projet dans la grande distribution. Bref, en fait, on peut apprendre beaucoup de choses tout le temps et on peut du coup avoir des opportunités de croissance énormes en tant qu'individu sur notre échelle professionnelle, mais aussi personnelle. Les défis, les défis, ça va être, que les projets, ils sont plutôt complexes. On a des projets qui prennent, en moyenne une année, tu as une année et demie, même 2 ans, tu as des projets qui sont assez rapides qui prennent 6 mois, mais ça reste des projets parce que finalement le client, vous avez vu au début, le l'ERP, il va centraliser toutes ces informations. Donc il doit vraiment avoir des informations fiables, il doit marcher correctement. S'il y a un souci dessus, le client, il va vraiment avoir beaucoup de soucis et ça va avoir des répercussions financières énormes sur lui. Donc il faut s'assurer que tout marche correctement. Et il faut s'assurer de faire cela dans un laps de temps bien défini, qui est la durée du projet, avec une équipe qui est multidisciplinaire.
Donc, tu as des experts en AMM, achat, des experts en production, des experts en finance, et tu as aussi différentes cultures et différentes nationalités et différentes manières de voir les choses. Et donc, il faut s'assurer de organiser tout cela et de faire en sorte qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas de retard. Il faut respecter du coup les délais et le budget, parce que le temps, c'est de l'argent. Et du coup, finalement, nous, on va dire le coût principal de l'implémentation des SAP, ça va être réellement le temps des consultants. D'accord? Ces consultants, ils ont des rémunérations compétitives, ils coûtent cher, ce sont les experts, et du coup, ces consultants, ils doivent tout faire dans les délais. S'ils dépassent, ça impacte directement le budget. Donc ça, c'est assez strict. Et aussi parce qu'il faut gérer le changement, s'adapter aux besoins des clients qui changent rapidement. On a un client sur la partie conception qui demande quelque chose, mais qui vient dans la phase de réalisation qui commence à demander autre chose. Et il ne fait pas exprès, c'est juste que son besoin il a évolué. Je ne sais pas parce qu'il y a de changements sur le marché, qu'ils ont acquis une nouvelle entité, ça bouge et du coup il faut pouvoir s'adapter sans pour autant impacter le budget du projet et le macro-planning du projet. Donc, voilà, c'est assez paradoxal, mais c'est ça qui fait la beauté du chose. Adaptation aux nouvelles technologies, parce qu'effectivement, ça bouge beaucoup sur SAP, ça bouge beaucoup dans les ERP en général, et du coup, il faut se mettre à jour constamment. Un consultant, il est défié tout le temps pour s'assurer qu'il connaisse les dernières technologies qui se trouvent sur SAP. Par exemple, SAP, avant, il n'y avait pas trop de notion de cloud, on va dire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se trouve énormément sur SAP. Moi, personnellement, j'ai pas trop travaillé, on va dire, sur les projets public cloud, qui est une certaine version d'SAP. J'ai plus travaillé sur ce qu'on appelle on-prem ou private cloud. Et du coup, aujourd'hui, je suis amené à faire une montée en compétence sur le public cloud. Et c'est quelque chose de très intéressant. J'ai commencé à le faire il y a un moment. Et du coup, cette adaptation, c'est quelque chose d'important pour le consultant qui prend du temps, qui prend de l'effort, mais qui lui permet de toujours être à jour. Intégration de technologies émergentes, parce que l'incorporation de l'AI, du cloud, de tout cela, ça se fait sur l'ERP. Donc, par exemple, pour la partie AI, je vous donne un exemple. L'ERP, il permet aujourd'hui, dans ses dernières versions ou ses dernières fonctionnalités, il va permettre d'analyser des emails reçus de la part de clients qui n'ont pas une structure bien définie claire, mais avec l'intelligence artificielle, avec on va dire le corps de cela, de la partie AI, ça va pouvoir interpréter cela et créer les commandes automatiquement dans le système, sans avoir besoin de faire une saisie par un opérateur. Donc ça reste quand même quelque chose de très intéressant. La partie AI, elle va pouvoir faire des rapprochements de factures avec une pertinence beaucoup plus intéressante de ce qu'il y avait sur SAP avant. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de SAP aujourd'hui et elle sera encore plus dans le futur. Et dernièrement, une gestion de la résistance au changement, en fait. Parce que tu as un opérateur qui est chaque jour en train de faire la même chose sur son ancien logiciel. Et là, tu lui dis, bah écoute, maintenant SAP, AI, tu fais ça, il va paniquer directement et il a raison, c'est normal. On est habitué à nos habitudes, c'est l'être humain, c'est comme ça qu'on a survécu. Et du coup, c'est compliqué de changer parce que ça reste un risque. Et du coup, nous, on est amené en tant que consultant à parler avec avec, on va dire, les key users du client, avec les utilisateurs finaux, avec l'équipe en général du client, et de pouvoir leur expliquer ce que leur donne ce logiciel comme avantage pour qu'ils puissent passer le temps nécessaire pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle fonctionnalité et à ce nouveau ERP. Donc, c'est à peu près cela pour les avantages. Je pense que ça, c'est le dernier diapo. Et voilà. On est un peu limite dans le temps, donc je vais quand même passer à la section d'après. Et à la fin de la section d'après, je répondrai à vos questions si vous en avez. Sinon, je répondrai à le reste des questions ou autant de questions qu'on puisse répondre dans la section 7 Q&A. Donc, Super, Moulad. ça marche. Merci, Amel. Donc, carrière et perspectives d'avenir pour les consultants SAP. Plan de carrière, ça va être ici un exemple de plan de carrière. Ça va être un plan de carrière assez typique. Ça va pas être le plan de carrière que vous trouverez dans toutes les sociétés, mais ça va être une sorte de guideline. D'accord? La première chose, c'est qu'on peut commencer sur SAP en faisant des expériences diverses avant. On peut avoir travaillé, par exemple, au sein d'une industrie. C'est moi j'ai commencé comme ça. J'ai travaillé dans l'industrie automobile. Et puis, à certains niveaux, parce qu'en fait, la société avec laquelle je travaillais, elle avait SAP. Donc, j'étais un utilisateur final, non pas un consultant, mais un utilisateur final qui utilisait SAP. Et j'ai bien aimé cela. Et du coup, j'ai voulu intégrer le consulting. Donc, on pourrait commencer avec ça. On pourrait commencer à partir de nos études directement, au cas où nous avons étudié déjà ou avoir reçu des formations ou des certifications sur SAP ou sur les ERP. Donc, bref,
expériences diverses. Que ce soit on est déjà au niveau de SAP sur nos expériences d'avant, que ce soit on veut migrer depuis le métier vers SAP, vers les ERP, c'est toujours intéressant de commencer avec quelque chose qui est pertinente, on va dire, en termes de métier du moins de ce qu'on veut faire. Donc, puis on passe sur SAP, on est un consultant junior au début. Un consultant junior, ça va être un consultant qui apprend. Qui apprend parce que même s'il a fait, je dis n'importe quoi, 10 ans d'expérience métier dans l'industrie automobile avant, là, il doit devoir comprendre comment marche SAP, comment SAP va être paramétré ou comment les fonctionnalités vont être activées, qu'est-ce qu'il y a dedans comme fonctionnalité pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Il va évoluer ensuite en étant encadré par des consultants confirmés et des consultants seniors, et à certains niveaux, il passait en consultant confirmé. Un consultant confirmé, ça va être quelqu'un qui est assez autonome, on va dire. Il est autonome dans 90% des cas, dans le sens où il va pouvoir faire la conception du projet, il va pouvoir faire la réalisation, il va pouvoir faire le développement, toutes les phases de SAP Activate qu'on a vu avant. Donc, et il sera assez autonome, mais il aura quand même besoin de l'encadrement du senior de temps en temps. Et il pourra être placé en direct chez côté client. Ça, c'est un consultant confirmé. Un consultant senior. Il est parfaitement autonome à ce niveau-là, à part vraiment quelque chose de très très compliqué sur lequel il aura besoin d'avis supplémentaires, même si en général, la collaboration, c'est au cœur de notre métier et c'est important aussi d'avoir d'autres avis de temps en temps sur ce qu'on fait. Mais bref, un consultant senior, il est 99% des cas dans son module assez autonome. Même s'il n'a pas l'information, il saura chercher l'information. C'est vraiment ça le mot-clé pour un senior. C'est pas qu'il connaît tout en fait. Parce que c'est impossible, je vous le dis déjà, dès maintenant, impossible de connaître toutes les fonctionnalités d'un module. Sur la partie SD, par exemple, vente, il y a dans 1000 points de paramétrage ou quelque chose comme ça, on ne va pas pouvoir connaître tous ces 1000 points de paramétrage dans le système, toutes ces fonctionnalités, savoir toutes les interactions et les utilisations de ces dernières. Un consultant senior, c'est pas qu'il connaît tout, c'est qu'il connaît assez pour pouvoir après savoir où chercher pour en connaître plus. C'est un consultant senior. Bref, on est senior à ce niveau-là, donc on va choisir comment est-ce qu'on va s'orienter. Est-ce qu'on va s'orienter vers l'expertise ou on va être plutôt dans des positions de consultant expert? Là, vraiment, on a un nombre d'années qui est assez conséquent, plusieurs projets qu'on avait effectués, et là, on est l'expert dans notre module. On pourrait continuer dans cela, en fait, faire plus d'années d'expérience, acquérir plus d'expérience dans cela et devenir une sorte de tech lead. Un lead sur la partie technique, un connaisseur, un référent, on va dire, sur les modules sur lesquels on travaille sur SAP. Et on va s'occuper en tant que tech lead de la montée en compétence de l'équipe et de la construction d'une équipe polyvalente sur nos modules au niveau de notre société. Et puis, éventuellement, on peut passer dans une position d'architecte de solution. Un architecte de solution, c'est quelqu'un de très important à avoir sur le projet, mais surtout au début, dans la partie découverte du projet, dans la partie conception. Parce qu'un architecte de solution, quand il va entendre le besoin du client, même un besoin assez général au début, il va pouvoir connaître les points clés, il va pouvoir connaître les red alerts aussi. Donc, tout ce qui est fonctionnalité importante à mettre en place ou tout ce qui est point critique à highlighter côté client. Donc, architecte de solution, important pour s'assurer que ce qu'on décide sur la découverte en termes de modules, en termes de grandes fonctionnalités à mettre en place, elles soient cohérentes et qu'ils soient adaptés, optimisés aux besoins du client. Bref, ça, c'est le path un peu expertise. Là, il n'y a pas trop de management. Il y en a un petit peu dans le tech lead, dans l'architecte de solution, mais pas trop. On peut aussi s'orienter vers du management. On n'est pas obligé de s'orienter vers une position de team lead en étant un consultant senior. On peut même, depuis consultant confirmé, passer vers le team lead si on a vraiment les compétences nécessaires pour cela. Mais bref, on veut passer vers les parcours management. Un team lead, ça va être quelqu'un qui va s'occuper du people management. Donc, il va s'occuper des gens pour s'assurer que non seulement ils soient opérationnels au niveau de la société, mais qu'ils soient contents, que leurs besoins soient satisfaits, que ce soit en termes de plan de carrière, que ce soit en termes de besoins généraux, administratifs, RH. Donc, ça va être le N+1, on va dire, le garant de ces consultants-là. C'est ça le team lead. C'est du people management. Alors qu'un tech lead, c'est plus de la montée en compétences, on va dire, sur les modules. Il va évoluer, il pourra intégrer plus de ressources, il peut avoir un scope plus grand et il peut passer vers un poste de manager. Généralement, la différence entre team lead et manager, c'est que le manager, il va plus être dans la gestion des aspects pécuniaires. Et il va avoir un budget, il va gérer les salaires des consultants, il va pouvoir s'assurer que les consultants ils soient adaptés au niveau de leur salaire et au niveau de leur, on va dire, rémunération par rapport au marché et par rapport aux objectifs et au budget de la société. Et leur objectif à lui, à eux, bien entendu. Depuis le consultant senior, on peut passer aussi vers la chefferie de projet. Encore une fois, depuis consultant confirmé, on peut déjà passer vers cela. Mais un chef de projet,
ça va être ce qu'on a vu avant. Ça va être le garant du planning du projet, des deadlines du projet. Il va organiser l'équipe, il va les relancer pour s'assurer que tout se passe correctement. Il va pouvoir aussi organiser, on va dire, tous les différents ateliers à faire avec le client. Donc, ça va être le chef de l'équipe de projet. Un team lead peut devenir chef de projet, un chef de projet peut être team lead. On peut évoluer dans tous les sens, hein. Ça reste des guidelines, mais on peut évoluer dans tous les sens. Et puis, un chef de projet peut devenir un directeur de projet à certains niveaux. Et là, il va entrer plus en détail dans les aspects budgétaires, encore une fois. Donc, c'est à peu près comme l'évolution entre team lead et manager, un chef de projet et directeur de projet. Il va y avoir plus d'aspects pécuniaires, plus d'aspects budgétaires sur cela. Et cette partie management, ça va être du management opérationnel. Et finalement, la finalité de cela, ça sera généralement un poste de la direction, le poste CEO, par exemple, le Chief Operating Officer, un directeur opérationnel qui va s'occuper de l'organisation de l'activité opérationnelle de la société. Expertise et management. Il y a aussi la partie commerciale. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on va faire un projet d'implémentation, on s'imagine qu'avant déjà d'avoir commencé à travailler avec le client, on a dû contractualiser avec lui et on a dû discuter avec lui pour s'assurer que nous, on peut répondre à ses besoins et qu'on est capable de travailler avec lui, on va dire, sur ses fonctionnalités et qu'on est à l'aise de faire, une contractualisation, on va dire, ensemble. Donc c'est la partie avant-vente. Cette partie avant-vente, ça va être quelque chose vers laquelle un consultant peut évoluer. Il peut commencer à travailler sur l'avant-vente depuis, on va dire, le poste de consultant confirmé, peut-être même un petit peu depuis le junior, voir ça. En tant que consultant senior, ils sont vraiment très impliqués dans les avant-ventes parce que c'est eux les experts. Ils vont pouvoir savoir comment exprimer ce que fait le SAP et savoir si elle est adaptée aux besoins de ses prospects. Et du coup, un consultant peut être spécialisé dans cela. Donc, ça sera un consultant avant-vente. Il travaille seulement sur la prospection et sur la partie avant-vente. Éventuellement, en travaillant beaucoup sur l'avant-vente, il peut avoir certains comptes clients préférés avec lesquels il travaille beaucoup, avec lesquels il a une bonne relation. Il peut devenir manager de compte. Donc, le compte, je dis n'importe quoi, XX, ça va être le client sur lequel il travaille beaucoup. Et ce compte-là, il va s'occuper de s'assurer que le travail se passe toujours correctement, qu'il a aussi des perspectives pour de nouveaux marchés avec ce client, pour implémenter de nouveaux modules, pour passer à une nouvelle version d'SAP, pour faire du support. Donc, bref, il va manager ce compte et s'assurer que ce soit toujours productif. Et éventuellement, il y aura un poste de direction, bien entendu, vers la fin. Ça sera le poste de Chief Commercial Officer. Donc, en s'orientant beaucoup sur la partie avant-vente, sur le management des comptes, on aboutira en tant que directeur commercial potentiellement. On peut même être un CEO après, hein, y a pas de souci, mais ça va être le path assez typique. Donc, on va être dans la direction commerciale. Voilà, donc c'est une idée pour vous. Si vous êtes déjà consultant, vous saurez potentiellement où vous orienter de manière assez générale après, si vous le désirez. Et si vous n'êtes pas encore consultant, bah, vous avez ce qui vous attend. Vous voyez qu'il y a beaucoup de postes, beaucoup d'évolutions à avoir, dans beaucoup de sens. Vous pouvez même être consultant confirmé, faire un peu de la chefferie de projet, puis passer tech lead, puis être team lead, puis être manager. Je viens de vous décrire un petit peu mon path à moi. Donc, on peut bouger dans tous les sens, il y a toujours des opportunités. Et un consultant pour faire tout cela, comme on l'a dit au début, le consultant, c'est un expert. Et du coup, un consultant expert, on ne peut pas être expert partout. On va être spécialisé. On va se spécialiser sur certains modules de SAP, par exemple sur la partie achat et vente de SAP. On peut se spécialiser aussi sur certains secteurs. Peut-être que notre secteur préféré ou sur lequel on travaille le plus, c'est le secteur automobile, par exemple. On va se spécialiser dans le secteur automobile. Nous, on sait très bien comment ça se passe, l'achat et la vente dans l'automobile sur SAP, par exemple. On peut se spécialiser dans certaines versions de SAP. Par exemple, le private cloud, le public cloud, je vous ai cherché sur cela si vous ne connaissez pas encore, ou d'autres versions d'SAP. Et on peut se spécialiser dans l'intégration de SAP avec d'autres solutions, que ce soit SAP ou d'autres solutions, d'autres fournisseurs de logiciels. Par exemple, des solutions qui sont spécialisées dans la partie relationnelle avec le client, donc un CRM, des parties de gestion RH spécialisées. Donc, cet interfaçage, on va dire cette intégration, ça va être quelque chose sur laquelle on peut se spécialiser aussi. Et du coup, à un certain niveau, on peut être un consultant, par exemple, fonctionnel, MM, partie achat, / Ariba, donc qui est spécialisé dans l'intégration avec Ariba, ça va être notre solution SAP, qui est spécialisé dans la partie private cloud et qui est aussi spécialisé dans l'industrie automobile. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très spécialisé à ce niveau-là, mais ça reste quand même un poste comme ce genre. Comme je le vois, il y a beaucoup d'opportunités pour un consultant de ce genre. Mais le fait qu'il s'y connaît dans quelque chose d'assez spécifique et d'assez spécial, ça va être du coup un consultant qui est bien rémunéré, qui est très demandé.
Il pourrait aussi s'orienter vers quelque chose de différent. On pourrait être un consultant technico-fonctionnel, comme on l'a dit un peu avant. On peut être technique et fonctionnel en même temps, que ce soit commencer par le fonctionnel ou commencer par le technique. Et on peut être spécialisé dans la partie S4 Retail. Par exemple, ça va être une autre version d'SAP. Private Cloud, par exemple, est spécialisé dans la grande distribution. Donc, on est vraiment dans la mise en place de SAP en tant que technicien fonctionnel sur la partie vente dans les grandes surfaces, par exemple. Donc, c'est intéressant maintenant, en connaissant tous ces modules-là, de savoir où vous voulez vous orienter. Ce n'est pas nécessaire de le savoir tout de suite. C'est bien de commencer déjà en tant que consultant junior, voir un petit peu sur ce quoi vous travaillez et du coup vous orienter dans le sens qui vous plaît le plus. Mais un point quand même intéressant à highlighter, ça va être que ne pas trop se spécialiser quand même. On doit quand même garder une vision qui fait en sorte que nous, nos compétences à nous, ils soient demandées par un nombre de clients qui est assez élevé. Et là, on le saura naturellement dès qu'on commence à travailler en tant que consultant. All right. Bon, cadre de travail du consultant. Le consultant, il peut être un consultant en ESN. IMAX, c'est une ESN, entreprise du service numérique. Ce que lui permet l'ESN, ça va être qu'il va avoir une progression structurée. Parce qu'une ESN, elle est spécialisée dans, par exemple, la mise en place de SAP. Elle va y avoir des consultants SAP partout. Et donc, il va pouvoir avoir un plan de montée en compétences, et un tech lead et un team lead et tout cela. Ça va lui assurer aussi une stabilité financière, puisqu'il travaille chez une entreprise, ça va être une grande structure, et du coup, il va être assez stable financièrement. Cependant, il va avoir une flexibilité assez limitée sur le choix des projets sur lesquels il travaille. Il pourra choisir quand même, hein, s'il y a beaucoup de projets, mais généralement, tu vas trouver des ESN qui sont spécialisés dans certaines industries. Donc, il n'aura pas un choix, on va dire, total dans cette partie-là. Le consultant, il peut travailler sur une ESN, il peut être aussi indépendant, freelance. Et donc, un consultant freelance, il va avoir beaucoup plus de flexibilité. Vous imaginez? Il va aussi avoir des revenus potentiels plus élevés parce qu'il n'a pas l'intermédiaire de la société entre lui et le client, mais il va avoir beaucoup de responsabilités. Il va avoir une incertitude financière parce que ce qu'il fait et sa rémunération, elle dépend beaucoup de sa performance à lui et de sa marque personnelle. Et du coup, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement, ça peut impacter énormément ses revenus. Donc, il y a des pour et des contre pour tout cela. Mais il y a aussi une troisième option, c'est un consultant interne. Un consultant interne, ça va être un consultant qui travaille chez le client final. Par exemple, un consultant chez une ESN, il va travailler sur un projet d'implémentation chez le client X dans l'industrie automobile. Bah, en fait, ce client X dans l'industrie automobile, il peut ne pas faire appel à une ESN pour un service de consulting, il peut recruter directement chez lui en tant qu'employé des consultants internes. Donc ces consultants, ils auront une stabilité financière, bien sûr, ça va être de grandes sociétés. Il va avoir une stabilité géographique aussi s'il le désire, puisqu'il va avoir un office bien défini sur lequel il va travailler. On va voir après que le consultant en ESN, il va bouger beaucoup, ça va être beaucoup de voyages et tout cela. Et avec cela, par contre, il va avoir une flexibilité encore plus limitée. Parce que non seulement il ne va pas choisir ses projets, c'est normal, bah, la société elle a deux, trois projets qu'elle fait tout de suite, elle ne va pas en faire d'autres, et en même temps, les horaires de travail vont être assez stricts. Parce qu'un consultant en ESN ou indépendant, il va pouvoir choisir un peu ses horaires de travail, on va dire. Un consultant interne, il va s'adapter un peu plus à la société. Et il va avoir une progression moins structurée sur cela parce que, puisqu'il est interne chez le client, ça va être probablement seulement lui spécialisé sur la partie sur laquelle il travaille, ou du moins il ne va pas y avoir beaucoup de consultants avec lui sur sa spécialisation qui peuvent lui permettre de monter en compétences. Donc, ce n'est pas nécessaire de choisir maintenant, parce que généralement, ce qui se passe, c'est que tu commences sur le consulting, tu es consultant chez ESN, parce que là, tu vas monter en compétences, tu vas pouvoir comprendre comment ça se passe, comprendre le marché. Éventuellement, si tu veux prendre les risques, si tu es pour cela, alors tu vas passer en consultant indépendant et tu vas pouvoir avoir plus de flexibilité, mais plus de risques, bien entendu, et un revenu potentiel plus élevé. Et à certains niveaux, si tu veux te spécialiser, que ce soit pour des raisons personnelles, professionnelles ou juste une question d'âge, on va dire c'est bon, je veux me spécialiser, je veux plus avoir trop de risques dans ma vie, tu peux passer en tant que consultant interne chez l'une des sociétés avec lesquelles tu as travaillé avant, par exemple. Donc voilà, c'est un petit peu une idée sur le plan de carrière potentiel d'un consultant, les différents cadres de travail de ce dernier. Une dernière partie de ces perspectives de carrière, c'est pour dire que le consultant, il est amené à voyager. Généralement, un consultant en freelance, c'est le consultant qui voyage le plus. Après, ça sera le consultant ESN, après le consultant interne, mais il y aura toujours quand même beaucoup de mobilité, on va dire, dans le travail du consultant.
Et du coup, il y a toujours des perspectives globales et multinationales parce que généralement, les clients, même les PME, ils vont avoir plusieurs offices dans le monde. Et du coup, tu vas pouvoir aller office par office ou usine par usine pour pouvoir implémenter SAP dans ces dernières. Il va travailler sur des projets multimodaux, multinationaux, pardon, des environnements différents d'un pays à un autre, des lois fiscales et financières différentes, même des règles logistiques, on va dire, différentes d'un pays à un autre. Donc, il y aura beaucoup de défis opérationnels et des cultures diverses. Il va travailler avec plusieurs personnes de différentes cultures, de différentes nationalités, de différentes spécialisations, et il va travailler dans plusieurs pays, dans différentes sociétés, et du coup, c'est très important, c'est très intéressant parce que naturellement, ça va améliorer sa tolérance, son ouverture d'esprit et ses perspectives mondiales. Donc, c'est à peu près cela pour cette section. J'en ai terminé. Je peux prendre une question, s'il y en a une. Une. Oh là là là. Il y en a beaucoup. Alors là, il y a un bombardement de questions, hein, voilà. D'accord. Alors, Donne-moi une, on euh, laissera le reste pour la fin. Pas ok. grave. Peut-être je reviens sur les premières questions. Donc, je reviens sur la question de Shiheb, Mhm. qui a écrit bonjour pour quelqu'un qui travaille dans le domaine industriel et il travaille actuellement avec SAP pour la gestion des tons, de cycles et des sujets liés à la production. Quels sont les points clés sur lesquels il doit mettre le focus pour profiter de son expérience actuelle dans le métier d'un consultant SAP? Il a ajouté une remarque. Mhm. Je suis un responsable process avec une expérience de 6 ans dans le domaine industriel automobile. D'accord, ok. Il a parlé un petit peu des choses sur lesquelles il a travaillé. Tu peux les répéter, s'il te plaît? J'ai pas bien Ouais, entendu. il travaille dans le domaine industriel Mhm. avec SAP pour la gestion des tons, de cycles et des sujets liés Ah, à la production. à la production. Ok, ok, Ouais. ça marche. D'accord, très bien. Comme je disais, moi-même, j'étais dans l'industrie avant d'être consultant. Ce qu'on fait généralement quand passe, c'est que on va être un utilisateur final, on va travailler sur le système, sur SAP, on va quand même comprendre les opérations qui se font sur le système. Donc déjà, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose de très important pour vous après. Parce que après, en fait, ce que vous allez faire, vous allez mettre en place SAP chez des clients et vous allez pouvoir vous mettre en place, ou plutôt mettre à leur place. Donc, pouvoir mieux comprendre leurs besoins à eux. Donc, déjà, ce que vous faites aujourd'hui, c'est très bien. C'est une chose qui sera très intéressante pour vous dans votre plan de carrière après. Ce qui est intéressant à faire aujourd'hui pour vous, parce que vous avez quand même 6 ans, c'est une bonne expérience, c'est une belle expérience sur la partie production. Là, ce que vous pouvez faire pour passer sur le consulting, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez faire une formation ou une certification sur SAP, par exemple, pour acquérir les compétences clés pour un consultant. C'est-à-dire, par exemple, sur la partie PP, Production de SAP, Production Planning, vous allez pouvoir, à travers une formation, comprendre les meilleures pratiques de SAP dans le module PP et pouvoir connaître le travail d'un consultant sur SAP qui diffère un petit peu, ou même beaucoup d'ailleurs, de ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'utilisateur final dans le système. Donc, je vous encourage à vous engager peut-être dans une formation ou une certification sur SAP, ou peut-être juste chercher un mentor, quelqu'un que vous connaissez, qui s'y connaît sur SAP, pour vous en parler un peu plus en détail. Ce sera quelque chose que vous pouvez parler après ou élaborer après dans vos entretiens pour entrer, on va dire, ou pour intégrer un poste dans une ESN. Et vous, ça sera très bénéfique pour vous dans votre carrière après. Et d'ailleurs, dans la dernière section, je pense qu'on va parler un petit peu de next steps. Pour vous, quand vous voulez devenir consultant, si vous voulez tout de suite, bah, on va vous donner un petit peu un guideline de ce que vous devez faire. Voilà. Je ne peux pas prendre d'autres questions parce que je suis un peu à la bourre, donc je vais passer à la section d'après. Mais encore une fois, on a une section vers la fin où on va essayer de prendre le maximum de questions. Donc, comment devenir consultant SAP? Pour devenir consultant SAP, c'est ce qu'on vient de dire à peu près, hein, il faut soit avoir fait des études en ERP, pas nécessairement SAP, mais au moins en ERP, un diplôme sur les systèmes d'information, avoir fait une formation ou une certification sur SAP pour avoir connu les fonctionnalités du système et donc pouvoir travailler sur cela avec nos clients dans le futur, ou, on peut faire les deux en même temps aussi, avoir une expérience en ERP. Une expérience ERP en tant qu'utilisateur final, ça va être la personne qui va saisir et faire les opérations journalières, ou un utilisateur clé. Ça va être la personne qui va analyser les données. Par exemple, sur la question qu'on a reçue, ce que j'ai compris, c'est un responsable de process. Ça va probablement être un utilisateur clé
chez le client aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, un utilisateur final, il peut aussi passer en consultant directement. Mais c'est encore plus intéressant si vous êtes un utilisateur clé aujourd'hui, si vous occupez de l'analyse des données sur SAP, juste pour aider les utilisateurs parce que vous avez beaucoup d'expérience peut-être dans le domaine ou quoi que ce soit. Là, c'est très facile, on va dire, ou c'est plus facile pour passer vers le poste de consulting quand vous êtes un utilisateur clé aujourd'hui. Et la chose qui doit être faite en parallèle, c'est le réseautage. Déjà, ce que vous faites aujourd'hui, c'est très bien. Vous assistez à un webinaire, vous vous y passez de votre temps personnel, on vous est reconnaissant pour cela et on vous encourage de continuer dans ce sens. Assister à d'autres conférences, à d'autres webinaires, à d'autres forums et même à des communautés en ligne, c'est quelque chose qui vous permettre de connaître un peu plus le marché, de connaître des gens sur ce marché-là et d'avoir des conseils pour savoir s'orienter vers quelle, on va dire, ESN ou vers quelle spécialité sur SAP. On va faire un petit focus sur la partie certification, puisque c'est quelque chose qu'on fait déjà chez AMAX et qui nous intéresse beaucoup. C'est parce que être certifié chez SAP, c'est quelque chose qui permet à notre CV d'avoir plus de crédibilité et d'activité chez le client. Un client, quand il va engager un consultant, déjà, il le paie cher, d'accord? Et quand il va engager un consultant pour mettre en place SAP chez lui, ou multiples consultants, il veut s'assurer qu'ils savent ce qu'ils fassent. Et du coup, le fait qu'ils sont certifiés sur le module achat, sur une certification SAP XYZ par un organisme accrédité, c'est quelque chose de très intéressant pour un client. Peut-être même essentiel dans notre marché, honnêtement, aujourd'hui, surtout si on va s'orienter vers des marchés qui sont quand même assez développés. C'est aussi intéressant parce que ça nous permettra de connaître les bonnes pratiques. C'est bien de commencer sur SAP, même sans connaître du tout les best practices, c'est pas la fin du monde. On peut se débrouiller, on peut essayer de s'apprendre, on peut essayer de poser des questions, mais nos premiers clients, ils auront peut-être pas la solution la plus optimale au monde. C'est mieux si on connaît les meilleures pratiques. C'est mieux si on connaît comment orienter le client vers le standard et qu'on connaît ce que c'est ce standard. C'était l'une des questions, la première question, je pense, qui a été posée par rapport au standard d'SAP et par rapport au fait d'aligner nos clients au standard. Bah, c'est quelque chose qui doit être fait parce que le standard, il répond quand même à une bonne partie du besoin du client. Et la meilleure manière de connaître le standard, ça va être d'être certifié sur SAP. Le niveau d'expertise. Il y a plusieurs niveaux d'expertise dans les certifications généralement ou les formations. Il y a un niveau d'introduction qui vous explique généralement ce que c'est le module. Par exemple, le module achat, ça va être contrat, appel d'offres. euh, Excusez-moi, ça va être la partie création de commande d'achat, faire la réception ou la livraison entrante des marchandises et après, on va dire contrôler la facture du fournisseur. Généralement, ça va être comme ça, avec peut-être une petite démo. Le niveau utilisateur final, il va entrer dans le détail de tout cela. Il va expliquer à l'utilisateur comment faire les opérations. Dans le niveau utilisateur final, on va avoir le formateur avec les personnes qui sont présents au niveau de la formation, qui vont faire en parallèle ensemble les différentes opérations dans le système. Après, ça sera utilisateur clé qui fait l'analyse, qui fait l'amélioration, et ensuite consultant. On en a parlé déjà. Et bien sûr, il faut savoir se spécialiser sur les modules sur lesquels on connaît déjà quelque chose ou sur lesquels on a étudié ou les choses qui nous intéressent tout simplement. Si on a travaillé sur la production avant, consultant PP. Ça sera la meilleure chose, ça sera la chose qui nous intéresse le plus et sur laquelle on sera les mieux aptes à conseiller et à donner de l'expertise à nos clients. Et donc, ces certifications, l'idée, c'est que vous aurez certainement toujours des cours au niveau de ces certifications avec des supports, avec des évaluations qui vous permettront de savoir si vous avez bien suivi les choses et si vous avez bien appris les choses correctement. Et ça vous permettra de vous assurer, du coup, de commencer bien votre carrière dans le consulting. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est intéressant et c'est idéal et c'est important, à mon avis. All right. On va conclure sur cela rapidement. Et après, on passera aux différentes Q&A. Donc, carrière d'un consultant. Le consultant, il a beaucoup d'opportunités, il a beaucoup de challenges. C'est passionnant, c'est très intéressant. C'est toujours, on va dire, dans l'innovation et dans les dernières technologies. Et donc, ça bouge. C'est, on va dire, un métier sur lequel on ne s'ennuie pas. On est challengé tous les jours, mais ne vous inquiétez pas, on ne s'ennuie pas. Conseil pour réussir, s'assurer qu'on apprend toujours. Comme j'ai dit avant, sur la partie SD, 1000 points de paramétrage, on ne les connaîtra jamais. Donc, on apprendra toujours quelque chose de plus. On ne peut pas tout connaître et donc il faut toujours se mettre dans un état d'esprit où j'apprends. Ce qui est mieux, c'est que plus je continue dans le consulting, plus j'ai plus d'aptitude à comprendre rapidement, on va dire, et que je connais réellement où chercher mon information. Mais j'apprends toujours.
de construire de bonnes relations avec nos différents clients, d'exceller dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire exceller pour moi? Ça veut pas dire être le meilleur, c'est être le meilleur nous, le meilleur moi. Ça va être faire notre mieux chaque jour et évoluer chaque jour. Comme ça, on s'assure qu'on apprend et qu'on évolue. Ça va être dans une logique expertive, dans une logique d'évolution rapide. C'est à peu près ce qu'on a dit avant. Je ne vais pas prendre plus de temps que cela parce que je veux que vous nous posiez vos questions et qu'on essaie de vous répondre un petit peu plus. Et du coup, comme prochaine étape, rapidement, ça va être ce que vous devez faire aujourd'hui, c'est que, première chose, acquérir une expérience pertinente. Si vous l'avez déjà, par exemple sur la petite production, tant mieux. Sinon, acquérir cette expérience pour faire les études dans ce sens-là. Ensuite, vous former ou vous certifier sur SAP. Ensuite, établir des contacts au niveau de la communauté SAP pour ainsi décrocher votre premier poste en tant que consultant SAP si vous ne l'avez pas encore. C'est à peu près tout de mon côté. Je vais vous laisser la parole, Amel, pour peut-être donner une petite idée sur certaines choses relatives à la partie certification dont on n'a pas parlé sur Max Academy, et puis Oui, passer à des questions-réponses. d'accord, ok. Alors, donc pour IMAX Academy, pour tout ce qui est donc, pour tout ce qui est certification et formation. Donc, on a déjà notre organisme de formation IMAX Academy, qui est déjà l'organisme, le premier organisme, on va dire, qui est spécialisé dans l'ASAP, créé par un intégrateur ASAP, donc, qui est le groupe IMAX. Et ce qui veut dire donc qu'on connaît vraiment très bien le terrain et le besoin des entreprises. Et ça se ressent dans nos formations déjà, hein. Donc, ça d'un côté. D'un autre côté, on est aussi certifié donc Calliope. Pour ceux qui ne savent pas, donc Calliope est un label qui garantit en fait la qualité donc des formations en France, puisqu'on est basé à Courbevoie en France. Et en gros, Calliope en fait montre qu'on suit des critères super stricts pour s'assurer que nos formations et nos prestations en général sont vraiment efficaces. Et voilà, donc si on parle du catalogue, pour IMAX Academy, on compte dans notre catalogue plus de 25 formations ASAP pour différents niveaux, que ce soit pour un niveau d'initiation, intermédiaire, avancé, expert, et bien évidemment différents modules ASAP. Donc les formations, la majorité donc, sont orientées métier, donc très pratiques. Les apprenants travaillent aussi sur des projets soit simulés, donc soit réels, grâce au projet donc, qu'on mène chez IMAX. Et voilà, donc ça c'est pour le catalogue. Aussi dans dans le même sujet, très prochainement, vous allez trouver donc, de nouveaux cursus certifiants sur notre site web. Donc, Mathieu, si tu peux leur partager en fait le site de l'Académie dans le chat, s'il te plaît, merci. Vous allez trouver deux cursus différents. Donc, le cursus devenir un consultant ASAP et le cursus devenir un utilisateur ASAP. Très prochainement, seront disponibles sur notre site. Donc, restez connectés sur nos réseaux sociaux. On va certainement vous informer de ça. Donc, il y a quoi d'autre comme information pour vous partager? Donc, en parlant de nouveautés aussi, j'ai une petite nouvelle en exclusivité pour vous. On parle beaucoup d'exclusivité aujourd'hui lors du webinaire, Mourad. Ouais. Mais attention, ce n'est pas en fait la même annonce que celle que j'ai mentionnée au début. Celle-là, je la garde encore pour la fin. Donc, alors, voilà en fait la nouvelle, c'est que nous allons bientôt lancer un partenariat avec ASAP pour offrir des formations et certifications officielles ASAP. Euh, donc, concrètement, vous aurez accès à deux catalogues de formations et certifications. J'explique. Donc, l'un dispensé par notre intégrateur, l'autre directement par ASAP. Donc, vous avez le choix pour choisir ce qui correspond en fait le mieux à vos objectifs et besoins professionnels. OK? Voilà. Donc, on annonce la surprise, Mourad, avant de répondre à la question.
Ouais, vas-y. On va Ok. faire ça. Après, on répond à toutes les questions. D'accord, ok. Alors, donc, comme c'est notre premier webinaire, nous avons décidé de vous offrir 10% de remise sur toutes nos formations planifiées jusqu'à 31 décembre. Donc, profitez, vraiment profitez, car il y a plein en fait, de sessions planifiées d'ici 31 décembre sur, sur les différents niveaux pour différents modules, presque la majorité de modules. Donc, profitez. Donc, c'est vraiment une occasion, une opportunité pour, euh, pour passer des formations et avoir des attestations de chez IMAX Academy. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'infos, car j'ai vu en fait dans le chat beaucoup de questions Ouais, euh, qui portent sur les formations, sur les certifications, que ce soit du côté SAP pour celles officielles et tout, ou de notre côté Amax Academy. Donc, voilà, donc pour choisir vraiment, pour arriver à choisir la meilleure formation pour vous, contactez notre équipe via le mail qui va le partager Mathieu dans le chat, notre mail contact, l'adresse donc academy@imax.fr. ouais. Sinon, vous pouvez visiter notre site web hein, academy.imax.fr. Il contient tous les détails donc, de nos formations, les prix et tout. Et oui, concernant les prix, si vous avez besoin de devis dans une autre devise que l'euro, car sur le site, les prix sont en euros, il n'y a aucun souci, contactez-nous simplement et on s'en occupera de vous envoyer le devis adapté à votre devise. Voilà, voilà. Parfait. Merci, Ahmed. On passe aux Euh, questions, si tu veux, yep. Mourad. D'accord. Ouais, s'il te plaît. On Nous va pas avons pouvoir reçu répondre à tous, mais let's go. exactement. On a reçu de nombreuses questions intéressantes, mais Mhm. le temps ne manque pour répondre à toutes aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, on va choisir aléatoirement quelques-unes. Nous allons vous contacter par email pour répondre à vos questions restantes. Ouais. Mathieu, il est en train de faire un grand effort dans les chats, il est en train de faire de son mieux pour répondre à la majorité. Mais ne vous inquiétez pas, on a tout noté. Donc, pour ceux qui n'ont pas reçu de réponse, vous allez avoir la réponse via mail. Voilà. Donc, je reviens sur les questions alors, que Mhm. j'ai notées. Alors, il y a Younes qui demande où peut-on placer la partie de paramétrage. D'accord. La partie de paramétrage. Donc, un système, un ERP ou SAP, il est composé de modules, comme on l'a dit, et ces différents modules, par exemple le module achat, il est composé de différentes fonctionnalités. D'accord? Les fonctionnalités, finalement, en fait, ça va être comme si c'est des boutons sur lesquels on clique pour activer cette fonctionnalité, ceci. Et on peut la personnaliser pour l'adapter aux besoins du client. Par exemple, l'une des fonctionnalités, ça va être quels sont les types de documents de vente, sur la partie module vente par exemple, que va utiliser ce client. La partie, les documents de vente, ça va être un document de commande de vente, un document de note de crédit, demande de note de crédit, demande de note de débit, un document de commande de consignation, de différentes typologies de flux, on va dire, dans le système. Et du coup, le paramétrage, finalement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être en fait d'activer ces différentes fonctionnalités et de les personnaliser. Peut-être notre client, il veut avoir un flux de consignation, par exemple. Et ce flux de consignation, ça va être un flux de vente, de consignation. Il va envoyer les marchandises en consignation chez le client. OK, c'est son client à lui. Et du coup, quand il va créer cette commande de consignation, il veut s'assurer d'avoir un champ texte dans lequel il va avoir un texte bien défini parce que pour lui, c'est légalement dans son pays à lui, il faut que ce texte il soit trouvé au niveau de la commande de vente pour ensuite envoyer au niveau de la facture au client. Donc c'est quelque chose qui est bien dédié à lui, ok? Et cette chose-ci, par exemple, on peut la faire avec du paramétrage. On va activer le flux de consignation avec du paramétrage, on va l'adapter aux besoins du client avec le paramétrage. Des fois, le client, il demande quelque chose qui est plus avancé que juste un texte ou une adaptation de l'interface ou quelque chose comme ça. Et là, on aurait besoin de développement spécifique. Donc, c'est à peu près où on peut situer le paramétrage. Il se trouve dans la manière où il va répondre aux besoins du client sur le standard SAP.
C'est ce qui est le paramétrage. Et si le client il veut quelque chose de spécifique, ça ne sera pas seulement du paramétrage, ça sera aussi du développement. Ok. Yes. Ah, ok, on prend une autre question Mhm. de Yasmine. Est-ce que le client peut modifier son besoin au cours de la réalisation du projet ou est-ce qu'il doit respecter le cahier de charge de base? OK. En fait, il y a une règle générale, on va dire, mais c'est pas quelque chose de strict. Il n'y a pas de doigt vraiment, mais c'est juste que la règle générale, et il faut toujours avoir une règle, on ne peut pas travailler comme ça, c'est que à la fin de la phase de conception, on fige les besoins, on les écrit dans des documents de conception et le client va signer dessus. Et là, ça sera figé. Figé, mais, il y a toujours un mais. Le client, pour une raison ou une autre, il se peut que lui, il s'est trompé sur quelque chose, ou que nous, on s'est trompé sur quelque chose, ça peut arriver aussi, ou que, en fait, le besoin, il a évolué parce que le marché, il a évolué, d'accord? Ou parce que les contraintes actuelles du monde, ils ont évolué. Je dis n'importe quoi. Tu as fait un projet d'implémentation, tu es dans la phase de conception, tout se passe bien, et après, boum, Covid. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est bon, certainement pour une société dans le secteur pharmaceutique, ça va être quelque chose qui va bouleverser ces processus. Et donc, est-ce qu'on va implémenter la solution comme elle était dans la conception? Pas nécessairement. Là, il va y avoir de la négociation, de la discussion, voir comment est-ce qu'on peut faire pour toujours s'adapter aux besoins du client, mais il ne faut pas le faire sans rien. Il faut s'assurer que si c'est quelque chose de nécessaire, bah, ça va décaler le planning du projet. Le projet va peut-être prendre un peu plus de temps pour le faire et le budget du projet il sera peut-être un peu plus élevé. Donc, si on la met comme ça, le client il va demander des changements quand seulement c'est vraiment nécessaire pour lui, parce que ça va impacter le délai et ça va impacter le budget du projet. Mais s'il le demande et s'il accepte ces contraintes-là, et que nous aussi, on peut s'adapter à ces contraintes-là, bah, il n'y a pas de souci. Ok. Mm. Autre question de la part de Nadia. Quelle est l'importance de la migration vers S4HANA? Et aussi une question dans le même sens de Younes. Est-ce que les clients ont commencé l'immigration vers S4HANA? Ouais. Donc, oui, les clients ont commencé la migration vers S/4HANA, ça fait un bon moment, c'est sûr. Ça accélère de plus en plus. C'est vrai qu'au niveau des secteurs qui sont assez développés, qui utilisent SAP depuis un bon moment, il y a toujours beaucoup de clients qui utilisent SAP, mais ça bouge beaucoup plus vers S/4HANA aujourd'hui. Et en parallèle, je réponds à l'intérêt ou pourquoi passer à S/4HANA, bah, c'est les nouvelles fonctionnalités que se trouvent sur S/4HANA. Quand on parle de SAP AI, par exemple, et des fonctionnalités qui permettent de scanner un email et de faire en sorte qu'à partir de cet email, on a toutes les informations qui soient répliquées sur la commande de vente et qu'elles se créent automatiquement, ou d'autres fonctionnalités, il y en a des exemples partout, on ne va pas nécessairement le trouver sur ECC, ou ils ne vont pas pouvoir être opérés sur ECC dans la meilleure, on va dire, de leur pratique. Et du coup, c'est quelque chose qui va se trouver sur la dernière version. SAP, il va se concentrer sur les dernières versions de SAP pour mettre les nouvelles fonctionnalités. Et c'est dans cela où l'intérêt se trouve, parce que les nouvelles fonctionnalités, comme l'AI par exemple, ça va bouleverser les ERP, et ça va automatiser les choses, ça va faire gagner au business énormément d'argent. D'accord. Alors, question de Safwan. Donc, tech lead et architecte de solution, est-ce que c'est une combination de fonctionnel et technique? Pardon? Tech lead et architecte de Mhm. solution. Ouais. Est-ce que c'est une combinaison de fonctionnel et technique ou Ah. Pas nécessairement. Tu peux être un architecte de solution alors que tu connais seulement en SAP fonctionnel. Un architecte de solution fonctionnel, purement. Hmm. Certainement, au bout des différents projets sur lesquels tu as travaillé, tu as vu quand même un petit peu comment ça se passe côté développement. Tu sais analyser un petit peu le code, même si tu sais pas faire de la programmation peut-être. Tu connais un petit peu plus, d'accord, c'est sûr, mais tu peux être spécialisé dans la partie fonctionnelle, ou peut-être même spécialisé dans la partie technique, d'accord, un architecte de solution technique ou un architecte de solution fonctionnelle. Et donc, moi, je peux m'orienter vers ça peut-être un jour. Passer sur la s'orienter plus sur la partie expertise, passer sur la partie, on va dire, tech lead et éventuellement me spécialiser en tant que consultant fonctionnel, architecte de solutions sur les différents projets sur lesquels je travaille. Donc, pas nécessaire pour résumer d'être technico-fonctionnel pour être architecte de solutions. Ok, super. Merci Mourad. Donc, c'est 18 heures chez nous en Tunis et 19 heures en France. On Yes. arrive à la fin de notre session. Donc, pour ceux que leurs questions
reste sans réponse. On s'excuse. C'est le timing, désolé. Donc, on va vous répondre par mail, comme j'ai mentionné. Je pense que Mathieu, déjà, il a fait un très bon boulot dans le chat. Donc, voilà. Donc, merci, Mourad, pour Merci beaucoup. l'intervention. Merci à Mathieu pour son soutien. Merci beaucoup pour votre temps et vos questions et pour cette merveilleuse interaction. Merci beaucoup. On espère vous revoir bientôt dans nos formations et prochains events. À très vite. Parfait. Merci à tous. À très vite. Bye bye. Merci. Bye.